Chers amis, bienvenue lors de notre 4e capsule sur la web-série consacrée au deuil, ce qui permet de la vivre, de nous aider aussi à vivre ces moments de perte où l'on devient autre. Et pour nous aider donc à réfléchir à cette question et ouvrir des chemins, nous avons accueilli le philosophe Jean-Michel Longniot de l'Université de Namur. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Alors, lors de notre dernière capsule, on a évoqué donc ce travail qui est à la fois un mix d'activité et de passivité, faire le deuil en montrant qu'il y a des chemins possibles et en fonction donc de l'histoire et des personnes, tous ces chemins peuvent être pris sans trop de culpabilité puisque même la violence, la dépression, l'agression, le temps, tout ça, ce sont des valeurs qui sont en fait à ne pas moraliser trop vite mais laisser chacun vivre à sa mesure ces étapes qui sont pour lui nécessaires à ce moment-là. Mais est-ce qu'on peut dire un peu comment on aide ce travail de deuil ? Alors oui, donc il y a manifestement sur la base en tout cas de témoignages. Donc quand je me suis intéressé à ces questions, vous avez deux approches possibles dans le fond. Donc soit vous vous demandez quelles sont les interventions des spécialistes, souvent des psys, des psychothérapeutes ou que sais-je. Donc voilà, comment fait-on pour accompagner ces gens? Et alors là vous vous embarquez dans les théories évidemment, et qui sont très intéressantes par ailleurs, ou bien, et c'était la voie que j'avais choisie moi, c'était d'entendre des personnes qui avaient vécu des deuils et leur demander, mais selon vous, qu'est-ce qui vous a aidé? Quitte à ce qu'elles se trompent éventuellement, mais enfin, quelle est votre impression? Voilà, comment pensez-vous, ou que pensez-vous qui vous a aidé donc, à traverser ces moments-là? Et quand vous faites cette petite enquête, eh bien c'est vrai qu'on peut dégager 3 ou 4 aides possibles qui sont assez intéressantes à connaître pour soi-même quand on est amené d'abord soit à vivre un deuil, voilà, où je pourrais trouver de l'aide, ou bien quand on doit aider, accompagner quelqu'un évidemment de son entourage qui vit un deuil. Alors la première chose qui aide, c'est quoi? Ça rejoint ce que nous avions dit dans la capsule précédente, c'est-à-dire des personnes qui vous disent moi j'ai eu besoin de toucher le fond. Donc c'est-à-dire de me déchaîner dans la colère par exemple, ou bien de sombrer dans la dépression. Ça a duré 2 semaines, ça a duré 2 mois, ça a duré, peu importe la durée. Mais voilà, j'ai eu besoin manifestement de souffrir, de me faire du mal, de me mettre même parfois dans des cas extrêmes en danger. Mais j'ai l'impression que c'est en touchant le fond que bing, j'ai pu rebondir et à ce moment-là, j'ai pu tourner la page. Mais tant que je n'ai pas été jusque-là, en tout cas, j'étais toujours oui, mais, et il n'y a pas moyen. Donc, un exemple que je vais vous donner pour illustrer cela, vous avez une séparation. Un des deux refuse, ne parvient pas à accepter. Alors, il envoie des lettres, n'importe quoi, pour que l'autre revienne, et ça ne marche pas. Alors, on pourrait dire à la personne, arrête d'écrire des lettres, tu vois bien que l'autre ne revient pas, mais l'autre, non, encore une lettre, encore. Imaginez qu'elle suive votre conseil d'arrêter. Le risque que vous prenez, c'est tout simplement que cette personne vive le reste de son existence dans le regret de ne pas avoir tenté une dernière fois. Et de vivre sa vie dans le regret, évidemment, c'est ne pas faire son deuil, c'est vivre enfermé dans son passé. Donc il vaut mieux épuiser toutes les formes de refus de la réalité, si vous voulez, donc dans la violence, la colère, la désespérance, tout ce que l'on veut, mais d'épuiser cette expérience pour que quand on a touché le fond, effectivement, on puisse vraiment passer à autre chose. Donc ça, il y a des gens qui vous disent, moi j'ai fait des bêtises, j'ai fait des choses incroyables, mais quand je prends un peu de distance, je me dis que dans le fond, peut-être que j'en ai eu besoin. Et puis il y en a d'autres, c'est exactement l'inverse. Ce sont des personnes qui, elles, témoignent que dans le fond, ce qui les a aidées, c'est qu'elles ont rencontré quelqu'un qui leur a dit « maintenant t'arrêtes ton cinéma ». Donc c'est, on pourrait dire, un rapport d'autorité ici. Dans les quelques témoignages que j'avais eus dans ce sens-là, ça s'est passé parfois par des conflits. Donc t'as pas à me dire ça, et qui t'es pour... et donc je veux plus te voir, dégage. Donc c'est des moments très durs, parfois qui sont vécus, mais ces personnes disent, n'empêche, avec le temps, je me dis, celui-là, il a eu le courage de me le dire. Tandis que tous les autres font les gentils, les autres n'osent rien me dire. Mais voilà, il y a celui-là, ça a été dur, je n'ai pas pu entendre quand il me l'a dit, mais avec le recul, n'empêche que ça a créé un séisme en moi, et ça m'a amené à déplacer le jeu. Donc, position d'autorité. Donc ça, c'est évidemment, donc vous voyez bien, 2 postures pour l'instant quand on aide qui sont différentes. Soit on accompagne et on laisse une personne prendre les détours qu'elle doit prendre, jusqu'à se mettre en danger, et vous aurez toujours la question qui va revenir, oui, mais jusqu'où va-t-on laisser les gens se mettre en danger? Ou bien, vous prenez le risque du conflit, parce que parfois c'est ainsi, en disant, maintenant t'arrêtes, donc on est soi-même celui qui va être le fond contre lequel l'autre va venir buter si on veut, et là, c'est le risque évidemment d'un conflit. Il est arrivé parfois que ça a tellement dégénéré que la personne donc a tout envoyé péter et finalement on l'a retrouvé pendu ou des choses comme ça. Donc vous n'êtes jamais sûr dans les 2 cas. Parce que pour le proche qui accompagne, il n'a aucune garantie évidemment
que l'une ou l'autre... Voilà. Et ça, c'est la question éternelle pour laquelle je n'ai aucune réponse, et j'ai demandé à des professionnels et je n'ai eu aucune réponse de leur part, et je continue à le demander d'ailleurs, c'est comment savez-vous, face à une personne qui souffre, qu'il faut la laisser souffrir et l'accompagner, évidemment pas la laisser seule, hein, mais l'accompagner, et que l'autre, on doit essayer de la secouer. Je n'ai jamais eu de réponse en disant tel profil, il vaut... C'est une intuition, ils me disent c'est le professionnalisme qui fait qu'on le sent, mais il n'y a pas de critères, ce n'est pas des recettes malheureusement. Donc vous prenez toujours un risque évidemment, hein, dans des cas en tout cas très graves, on prend toujours un risque et il ne faut pas croire que quand on aide, on est toujours protégé de tout et que ça se passera toujours bien. Mais enfin, en attendant, quand vous demandez à des gens qui ont vécu des deuils, qu'est-ce qui les a aidés, vous avez ces deux premières pistes. Et puis il y en a une troisième qui est fort intéressante, me semble-t-il, en tout cas fort importante. Ce sont des gens qui ont tout ça. C'est autre chose, c'est d'avoir connu une... Excusez-moi, il y a un petit souci. Le son. Il faut retenir l'endroit où ça a bloqué. Oui. Peut-être mettre un peu les... On n'a rien fait pour Non, c'est bien. Ah, j'ai une clé, moi, peut-être, c'est ça? Non. Non. Peut-être remettre un peu. C'est ici. C'est les piles, peut-être. Non, c'est le nœud de... L'antenne. Ça va? Un peu frotté, oui. Je me disais bien, on n'avait pas encore eu... Le petit problème technique. Le problème technique. Donc tu étais à la troisième, Oui. comme ça. C'est bien, on était juste à la troisième piste. Et le temps, tu l'as? Le temps, je l'ai. Oui, on a pris... On a commencé à 45. Oui, il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. Non, maximum, 4 minutes, 4 minutes. 45, 45, 55, 56, oui. On vient de perdre, on va dire, une minute. Oui. Voilà, ça peut repartir. Ok. Donc alors, il y a troisièmement donc, des gens qui vous disent, moi ce n'est ni l'expérience, donc ni le fait de me mettre en colère ou de toucher le fond, de me mettre en danger qui m'a aidé, ce n'est pas non plus comment le fait que quelqu'un m'ait secoué. Ce sont des personnes qui disent, moi ce qui m'a aidé, c'est de rencontrer ce qu'on pourrait appeler des modèles, c'est-à-dire d'avoir eu la chance de croiser quelqu'un ou d'avoir connu l'histoire de quelqu'un qui a vécu plus ou moins la même chose que moi, et je me suis dit, non Didjou, celui-là, il a pu s'en sortir, eh bien pourquoi moi pas? Et donc c'est des personnes qui évoquent la position de modèle comme étant, ou le fait d'avoir connu en tout cas une personne ainsi, qui a vécu une même expérience, donc qui les a tirés en avant, si vous voulez, et qui les a amenés à se battre. La littérature pourrait aussi servir. Bien sûr, donc ça peut être parfois donc, dans un livre, ils ont lu l'histoire d'eux. Ça peut même être une fiction, donc ce n'est pas forcément la biographie de quelqu'un qui a vraiment... Et c'est ce qui les motive d'une façon ou d'une autre. Ou bien c'est tout ce qu'ils imaginent autour d'un auteur. Ça peut être parfois un chanteur, parfois on est un peu surpris, mais c'est ce qu'ils imaginent qui ne correspond pas forcément. Mais voilà, c'est ça ils ont une idole, ils ont un modèle, ils ont quelqu'un qui a eu une parole juste, ou une parole qui les a frappés. Et c'est ça qui... Alors ça m'intéresse, pourquoi? Parce que ça veut dire que maintenant, de nouveau, quand on s'interroge du côté de l'aidant, ça veut dire qu'on a quand même une responsabilité. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas contrôler grand-chose dans le monde, mais sur l'image que l'on donne de soi-même, et sur le témoignage, éventuellement, quand on pense judicieux de témoigner, sur le témoignage de sa propre expérience, là je pense qu'on a du pouvoir, on a quand même un certain contrôle, et là on a une responsabilité engagée. Et maintenant, le souci qu'on peut avoir par rapport à ça, ce n'est pas un souci, mais ça peut l'être, c'est qu'il faut accepter donc que nous sommes tous potentiellement des modèles pour les autres, mais en acceptant qu'on ne le saura jamais, évidemment. Parce que si on veut être un modèle, et est-ce que je t'ai aidé, et qu'on demande à tout le monde, si on est un bon modèle, on est déjà un mauvais modèle, ça ne donne déjà pas envie. Donc c'est de le faire discrètement, par sa présence, et en acceptant que peut-être on mourra sans savoir si finalement notre vie a été utile. Il y a une histoire que j'aime bien te raconter d'un monsieur qui a eu une grave maladie, et il racontait ceci, moi ce qui m'a aidé à me battre, parce que les hôpitaux, j'aime pas tout ça, mais j'y ai quand même été, c'est de m'être souvenu d'un oncle que j'ai connu quand j'étais gamin, qui à l'époque, la médecine c'était encore autre chose, mais n'empêche, il a eu une maladie aussi grave, il s'est battu et il a encore eu quelques années de bonne vie. Et c'est en pensant à cet oncle que je me suis dit, allez, on ne baisse pas les bras et j'y vais aussi. Mais sauf que, ça c'est quand il était gamin, l'oncle depuis lors il est quand même mort, et donc cet oncle n'aura sans doute jamais imaginé de son vivant
que finalement, son combat qu'il a mené, lui, sans se poser de questions peut-être, finalement, voilà, ça a aidé à vivre et ça a aidé quelqu'un à se battre à nouveau. Donc c'est accepter ce genre de posture. Et tout ça confirme la place essentielle du tiers, en fait. Bien sûr. Ici, nous parlons soit du proche, de l'accompagnateur, ou même de la figure, qu'elle soit fictive ou qu'elle soit réelle, qu'elle soit passée ou qu'elle soit présente, qui peut tout à fait, aider la personne en deuil à passer à autre chose. Oui, donc il y a une dimension, je vais presque dire, sociale aussi du deuil. Par conséquent, oui. Ici dans l'aide elle-même, on verra plus tard qu'il y a une nécessité de socialiser le deuil comme tel, mais c'est un autre aspect. Mais ici, vous avez déjà un révélateur ou une dimension de l'intersubjectivité dans laquelle on est prise et qui est nécessaire pour que le deuil puisse se vivre effectivement. Et puis vous avez un quatrième élément qui est important, c'est tout simplement la nécessité de mettre des mots. On en parlait dans la première capsule, donc mettre des mots, c'est-à-dire que l'expérience puisse aller jusque dans les mots qui permettent de la penser, et à ce moment-là, c'est ainsi que vous épuisez l'expérience. Et donc, c'est là qu'on retrouve de nouveau la relation à un tiers. Donc, mettre des mots, ce n'est pas le petit journal intime, évidemment, dans lequel je couche mes pensées, parce que tant que ça reste enfermé dans un soliloque, dans une démarche solitaire, ça ne me dit pas encore que j'ose le vivre avec les autres. Donc, c'est de pouvoir mettre des mots pour être ce que l'on est et le dire à quelqu'un et exister tel que l'on est, donc jusque dans ses yeux. Et donc là, de nouveau, c'est une démarche nécessaire, mais qui doit passer soit par des professionnels, soit par des amis, enfin là, peu importe qui. Est-ce que vous serez d'accord avec l'idée que finalement, personne ne peut dire pour lui-même qu'il a changé, mais qu'il a besoin que ce soit dit, reconnu d'une manière ou d'une autre, par quelqu'un d'autre que lui? Bien sûr, oui, tout à fait. Donc le changement est en fait quelque chose sur lequel on n'a pas, je ne vais pas dire qu'on n'a pas de prise, mais on n'a pas de réflexivité, on n'a pas nécessairement une conscience, ou plutôt elle est reçue par des attestations qui nous viennent de quelqu'un ou d'autres personnes. On peut, de manière solitaire, acquérir la conscience de ne plus être le même qu'avant. Mais si vous voulez, ce que l'on dirait, c'est qu'en tout cas ce que montre l'expérience du deuil, c'est que cette prise de conscience maintenant devient autre chose qu'une idée dans ma tête, devient une réalité dans ma chair, quand effectivement elle devient ce que l'autre reconnaît que je suis devenu effectivement. Et donc c'est là que se joue donc la concrétisation, si on veut, et l'attestation de ce que l'on est. Oui. Eh bien merci Jean-Michel Longnot, merci de nous avoir suivis pour cette capsule et nous nous retrouvons très bientôt pour la prochaine. Au revoir.